Bonjour, bienvenue au webinaire. Alors, on va faire un test en fait tout de suite, savoir si vous nous voyez et vous nous entendez. Alors, vous avez un module de chat en fait qui est sur la droite de l'écran et on va vérifier tout de suite est-ce que vous nous entendez, est-ce que vous nous voyez. Vous pouvez utiliser le petit module sur votre droite. Parfait. Valérie, Astrid. Il y a Merci. des personnes réactives. Bonjour. Nous avons que des femmes aujourd'hui. Clémence. Alors, il y a pas mal d'inscrits. En fait, on a eu 90 inscrits. Ah. Hervé, bienvenue Nicolas. Voilà les garçons. Les garçons sont là. Il y a des habitués, je vois en fait, du webinaire, enfin des webinaires de différentes factories. C'est bien. Nous avons en fait une clientèle fidèle. Olivier, bienvenue. Sokna, une habituée. Oui, il y a des habitués. Bienvenue Delphine. Voilà, donc 90 inscrits d'univers en fait assez différents. J'ai vu qu'en fait on avait des personnes en fait de Maroc, Canada, bienvenue aux Canadiens, des Suisses, des Belges. Nous avons aussi le Cameroun, la Côte d'Ivoire représentée aujourd'hui. Ça fait pas mal de pays. Donc on est heureux de cette diversité. Ça se connecte, ça monte. On a un petit viseur, on voit monter la participation. Alors, la thématique d'aujourd'hui, j'introduis. Donc, on est sur une problématique, en fait, dans un contexte de Covid, en fait, de l'usage d'une méthodologie qui s'appelle le Customer Journey Mapping, qui a un succès, en fait, grandissant. Et on s'est posé, en fait, la question de faire un point et un bilan sur cette méthode qui est parfois utilisée à bon et à mauvais escient. Donc, on va faire un petit point là-dessus sur les meilleures pratiques, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire en fait avec une Customer Journey Mapping. Pourquoi? Quel parcours privilégier dans un contexte aussi qui est le contexte en fait actuel, qui est un monde contraint où on a une expérience en fait qui est, on va dire, fortement dégradée dans pas mal de secteurs. On va voir quelles sont les practices et quelles sont certaines erreurs à éviter. On vous conseille de rester jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, nous allons vous révéler des choses qui ne sont pas dites partout sur la manière de procéder. L'objectif final, qui n'est pas de faire une cartographie. Hein, quand on fait une cartographie, on le fait dans un objectif derrière d'optimiser l'expérience. Et on va voir en fait quel sens on peut lui donner. Voilà, donc le nombre de participants a pas mal monté et je vais repasser sur le modèle slide. Alors, question pratique. Le support est téléchargeable alors nous avons eu quelques soucis la dernière fois, mais en principe, vous devez avoir une fenêtre de téléchargement en haut à droite de l'écran qui doit s'afficher. On a tout coché comme il fallait. Donc, et ça, il faut le faire en fait pendant le webinaire. Vous avez un module de chat, je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. On va rester sur le module de chat, on ne va pas utiliser le module questions pour éviter de se perdre dans la technologie. Donc oui, donc vos questions, juste pour être clair jusqu'au bout, vos questions, vous les posez dans le module de chat au fur et à mesure et on essaiera d'y répondre essentiellement à la fin, sauf si on en voit quelques-unes qui sont vraiment rapides et on peut répondre au fur et à mesure. Alors, on va se présenter, bonjour. Hélène, à toi l'honneur. Donc, bonjour, donc, je suis Hélène. Donc, après une longue première partie de carrière en entreprise, je suis aujourd'hui consultante et formatrice. Et mes sujets sont les sujets de l'humain dans l'entreprise, en fait. Donc, à l'extérieur, c'est les clients, reprendre en compte les clients parce que sans clients, pas de commerce. Et à l'intérieur de l'entreprise, les collaborateurs, comment s'appuyer dessus, comment travailler avec eux, puisque sans eux, rien ne se passe. Voilà, donc je regarde, évidemment, je suis beaucoup sur l'expérience client et la transformation collaborative.
Voilà Philippe, donc Philippe Neveu. J'interviens en fait sur les sujets en fait d'expérience client agile et le design de service, en particulier en fait sur. Alors je suis intervenu en fait à différents endroits, Paris Dauphine, le SCP. Notamment, j'anime en fait un meet-up qui est autour des méthodologies en fait du design de service, qui nous aide pas mal en fait et du design thinking en fait qui nous aide pas mal à avancer et à structurer en fait ces démarches d'expérience client, mais pas que, les méthodes d'innovation service aussi. Ex-Disneyland, je suis ex-marketing SFR, expérience client chez ADP, et puis des diplômes comme il en faut. Voilà. Warm-up. Alors, on va faire un petit sondage déjà pour voir si vous êtes bien éveillé. Quel métier exercez-vous? Alors, vous pouvez utiliser en fait le module de chat juste pour voir la diversité et puis générer un petit peu d'interaction dans ce monde asynchrone qu'est le webinaire. Quel métier exercez-vous? Vous pouvez mettre aussi vos secteurs éventuellement. Marketing, Customer Journey Manager, ça c'est un beau métier. Conseil en transfert digital, un beau métier. Écoute, expérience client, vous n'avez que des beaux métiers. UX aussi, DSI aussi. Bienvenue Sébastien. Change Manager aussi, conseil. Customer Experience Champion, effectivement, on n'a que des métiers concernés par l'expérience client, les parcours clients ou le change management. Le backstage et la DSI, effectivement, est fortement concerné, parce qu'on recommande de travailler très en amont avec les directions informatiques qui sont au cœur de ces sujets. OK, très bien. Qui sommes-nous? Une page de publicité, différentes factories. Alors, c'est une équipe, en fait, de talents différents qui vont, en fait, de tout ce qui est recherche d'usage, ethnographie, design de service, design thinking, lean startup. On fait on utilise aussi du sprint. Hein. Je ne sais pas si c'est un métier, mais en tout cas, c'est une compétence. Et qui est au cœur de tout ça, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est l'intelligence collective, c'est de recréer l'intelligence collective dans un monde en fait d'entreprises souvent très siloté. N'est-ce pas Hélène? Nous l'avons vécu en différents endroits. Ce qu'on fait, on fait de l'audit et l'exploration de nouveaux usages, la cartographie des parties prenantes et des écosystèmes, notamment tout ce qui est Customer Journey, Experience Map, on va voir la différence. On fait ça du côté employé comme du côté client et de mettre en regard tout ça. On travaille sur des plateformes en fait, d'expérience client pour structurer en fait, une démarche et une vision. On est aussi sur les stratégies du design des services. On fait du prototypage, on va jusqu'au prototypage hein, dans la logique design thinking, design de service. Et on travaille également sur tout ce qui est New Value Proposition avec des outils de Lean Startup Canvas, notamment et plus particulièrement sur des sujets de nouveaux services et de services digitaux, en outre. Et on a quelques clients dans différents secteurs, qui n'est pas forcément actualisé d'ailleurs, dans différents secteurs en fait, qui vont de la téléphonie, la distribution, le service, les médias, etc. Et maintenant, nous allons commencer. Alors, à l'ordre du jour, nous avons quelles implications a le Covid sur les parcours? Faut-il faire du Customer Journey ou de l'Experience Map? On va voir en fait quelle est la différence de fond. Quels sont pourquoi utiliser ces outils-là et quelles sont les différences de fond? Quels sont les objectifs, quelles sont les méthodes, en fait, les bonnes méthodes à utiliser? Souvent, on a la question en fait, des templates. Alors, tout ne se résume pas dans un template, mais c'est important. Et en fait, ensuite, on va voir quoi faire une fois qu'on a fait une cartographie. Tout ne se résume pas à la cartographie. Alors, premier sujet, quelles implications du Covid sur les parcours? Je laisse la parole. Alors malheureusement, ça dure, donc on commence à avoir pas mal de recul sur la période. En fait, on a un effet de ciseau entre une expérience client qui est souvent dégradée, hein, parce que les entreprises ont du mal, rien n'est réellement certain, et que souvent les informations, les services, la façon de répondre
à la demande client est décevante. Et en face de ça, on a un contexte qui fait que les clients, eux, au contraire, ils sont plus exigeants. Ils veulent des choses ils ont plus d'attentes. Ils veulent se raccrocher à des gens qu'ils ont confiance. Ils aimeraient pouvoir parler à quelqu'un. J'ai encore fait l'expérience il y a 2 jours. Beaucoup d'entreprises se sont retranchées en cachant les numéros de téléphone ou en fermant tout simplement le standard. Et le client, il a envie à tout moment de comprendre comment ça va marcher et s'il peut se fier à ce qui est écrit sur le site ou la façon dont ça marche d'habitude. Donc finalement, c'est un moment très fort en termes d'expérience client, de relations commerciales, parce que finalement, c'est d'un côté le risque d'être abandonné. Finalement, le client, il dit, c'est maintenant ou jamais le moment où vous devez m'aider. Donc, toutes les belles promesses, c'est maintenant que je vais les voir se matérialiser. Et à l'inverse, c'est une période de découverte où on essaye d'autres prestataires, d'autres sites, d'autres commerçants, et où là, si on a une bonne surprise, on peut basculer dans l'adoption. Donc, une période intense où il faut très certainement encore plus qu'avant s'intéresser à ce que vivent vos clients. Je veux bien. Voilà. Donc, des outils pour ça, des outils au cœur du travail sur l'expérience client, c'est ce que Philippe a évoqué, c'est le Customer Journey et l'expérience map. Alors, c'est quoi? C'est 2 choses principalement. C'est d'une part se mettre dans les chaussures du client, c'est adopter son point de vue sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent. Et d'autre part, c'est le fait de travailler à plusieurs pour établir cette vision. Ce qui est très important dans la cartographie, c'est que vous allez croiser des regards et faire intervenir des gens de différents départements, donc construire quelque chose de, si ce n'est consensuel, en tout cas d'aligné. Et puis, ça va vous permettre de repérer étape par étape, de séquencer l'expérience client. Et on va voir un peu plus en détail derrière sur quel format on peut faire ça. Et donc, comme on se met du point de vue du client, on permet juste quand même d'insister une deuxième fois, ça n'est pas dessiner l'enchaînement des process, ça c'est le point de vue de l'entreprise, et ça n'est pas non plus dessiner un tunnel d'acquisition. Là encore, c'est un point de vue d'entreprise et qui va se focaliser sur une partie seulement du sujet. C'est vraiment qu'est-ce qui arrive à vos clients et qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils en ressentent au niveau des émotions. Alors, hop, je passe, non oui, merci. Il faut qu'on se fasse un petit signe. Ce qui est important dans cette cartographie, c'est de bien décanter les 2 étapes. Souvent, on rencontre des gens qui veulent tout faire d'un seul coup, sans en avoir d'ailleurs tout à fait conscience. La première étape, c'est vraiment l'étape de cartographie, c'est-à-dire c'est l'état des lieux. Et elle est importante parce que, comme je viens de le dire, c'est l'occasion d'aligner les équipes sur un diagnostic. Tant que vous n'avez pas un point de départ propre, c'est très périlleux de vous mettre en route pour changer les choses. Donc, cette cartographie de départ, c'est la partie haute du schéma, elle est vraiment importante, et pour comprendre ce que vivent vos clients, et pour vous mettre d'accord tous entre vous dessus. Ensuite, une fois que vous aurez une cartographie, vous avez le point de départ idéal pour designer, pour transformer, pour soit réduire des irritants, soit dessiner une expérience client bien plus ambitieuse, et vous allez être dans les bonnes conditions pour construire. Et ça, c'est la deuxième partie. Une première étape, cartographie. Deuxième étape, design de ce que vous voulez atteindre. Là, je vais passer à la suivante. On entend un petit bruit, je ne sais pas si c'est un... Non, c'est pas... Non. Il y a un bruit de fond? Un petit bruit, peut-être comme un... Je sais pas, un stylo ou un sécateur, je ne sais pas. Non, pas... Non. Bon, alors, je ne sais pas On d'où ça n'est pas vient. de sécateur. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, 2 outils possibles. Bon, tout va bien. Non du tout. Ah, c'est chez toi le sécateur. Merci, Amonia, Je n'ai pas de jardinier ici, mais... De m'innocenter. Donc, deux outils possibles. Selon votre objectif, en fait, ce qui compte, c'est de bien réfléchir à ce que vous cherchez à établir et ce sur quoi vous voulez travailler. Et en fonction de vos choix, vous pouvez vous diriger vers 2 types d'approches. La première étant
le customer journey ou même le user journey, si vraiment vous focalisez très fort sur une fonctionnalité ou un moment concentré. Là, vous allez en général. une étape. Vous allez travailler sur une vision détaillée du parcours en vous approchant de l'utilisation d'un produit ou de l'achat d'un produit ou d'un service spécifique. Donc là, vous allez rentrer sur l'action client, sa logique d'action, les canaux utilisés, les points de contact mis en œuvre, et vous allez le suivre pas à pas. Là, vous êtes dans une approche de proximité qui est assez proche finalement de la conception produit ou du travail relationnel du marketing. À l'inverse, vous pouvez utiliser une expérience map qui va vous permettre d'avoir une approche beaucoup plus large et de travailler sur un parcours complet qui va vous permettre d'identifier davantage l'expérience humaine et le ressenti. Là, vous êtes beaucoup plus dans une notion d'expérience client où vous allez commencer à poser les jalons de ce que vit votre client. Vous voyez, quand on regarde en dessous les visuels, on y reviendra un peu plus tard, on les verra en plus gros tout à l'heure, mais vous voyez que dans l'un, on est vraiment entré dans un niveau de détail entre canaux, étapes et vécu client, et dans l'autre, vous voyez qu'on est, même si on retrouve certains de ces mêmes paramètres, on est sur une vision qui va d'un bout à l'autre. Alors, à droite, on le reverra, mais c'est un achat de vacances. Donc, c'est assez large comme expérience de l'achat du vécu et jusqu'après coup. À gauche, on est dans l'achat d'un produit bancaire et un produit, un seul. Voilà. Donc, les deux, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Les deux ont leurs bénéfices. Ce qui est important, c'est de savoir clairement à quel niveau vous voulez travailler et quel type d'informations vous voulez dégager. Alors, on n'est pas rentré dans le détail, il y a d'autres terminologies. Il y a un Customer Journey, User Journey. En général, c'est donc le parcours du client ou parcours utilisateur au sens plus, en général, digital dont on parle. Hein. Il peut y avoir utilisateur d'un service aussi, mais c'est encore un autre usage. Il y a Buyer's Journey aussi, qui peut être des parcours d'achat. Mais tout ça, en fait, c'est les mêmes notions hein, qu'il y a derrière, les mêmes approches. Customer Journey, quels objectifs, quelle méthode? Alors, ce que l'on voit en fait souvent, parce qu'on fait aussi de la formation en fait par ailleurs, c'est qu'on voit un manque de conscience que l'on peut poursuivre en fait différents objectifs dans l'usage en fait de ces méthodologies-là. On peut y trouver un objectif d'innovation, donc on peut innover grâce à ces outils, on peut se chercher à se différencier. On peut avoir un objectif d'accélérer sa transformation digitale. C'est extrêmement puissant pour identifier à quel endroit il faut ou ne pas faire ou pas faire en fait du digital en repartant d'une logique client, et non pas en fait en faisant du digital partout. On peut aussi avoir une logique en fait de réparer des irritants clients, qui est souvent des objectifs en fait de direction expérience client qui se crée. On voit souvent cet objectif-là particulier, mais il n'est pas exclusif, en fait, il faut le savoir. Et on a des objectifs en fait qui sont plus marketing, qui est une direction marketing, qui sont plus de fidéliser, voire de recruter ou de convertir. Donc on voit qu'en fonction du prisme que l'on a, de la direction dont on vient dans les grandes entreprises, on n'a pas forcément en fait les mêmes objectifs ou la même clé d'entrée sur ces outils collaboratifs. Donc il est important de bien clarifier dès le départ quel est mon objectif ou quels sont les objectifs de rassembler 10, 15 personnes dans ces démarches en amont, de telle manière à ne pas être écartelé dans la démarche. On a différents types de parcours possibles. Ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est qu'on a des natures, des typologies de parcours qui vont du parcours stratégique, qui impacte tout simplement sur la création de valeur de l'entreprise. Par exemple, les clients de valeur long courrier chez Air France pourraient être en fait des parcours stratégiques. Macro-parcours, c'est un parcours en fait de bout en bout, souvent sur des entreprises en fait PME, ETI. On peut réussir à attaquer l'ensemble du macro-parcours. Il est préférable en général d'aller faire du parcours choisi, c'est choisir le périmètre et un niveau de zoom en fait sur un parcours donné, le parcours des clients des premiers mois par exemple,
ou sur une clientèle définie, ou un parcours en fait par canal. On va trouver là, par exemple, du parcours digital spécifiquement, ou du parcours retail à cet endroit-là. Ce qu'il faut savoir, là, on a utilisé une petite image qui est pourquoi utiliser ces méthodologies-là. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est le sens de tout ça, c'est de vous mettre dans les chaussures de votre client. Et votre client, il a un petit objectif. Donc, l'objectif, lui, si vous considérez votre client que vous allez, dont l'objectif est d'en faire un héros, c'est d'aller délivrer la princesse. Donc, ce qui n'est pas forcément votre objectif à vous. Hein. Et sur son chemin, il va trouver des dragons, donc qui sont des pain points, par exemple, des points de rupture, des irritants, etc. etc. Et votre objectif à vous, dans les parcours clients, c'est d'aller lui mettre des épées magiques. C'est tout ce qui va lui permettre de passer sans encombre donc tous ces pain points et de faire qu'il soit le héros de l'histoire, et non pas vous, non pas l'entreprise. Hein. C'est de bien vous remettre, lui donner les moyens et des super pouvoirs afin qu'il réussisse à avoir un super parcours en allant délivrer sa princesse. Donc c'est une belle image, mais je pense qu'il faut garder ça en fait en tête. Comment donner des épées magiques en fait à votre client qui doit devenir le héros de l'histoire. Alors ça peut aux filles et aux garçons. Hein. Donc comment fait-on ça? Eh bien, on fait un diagnostic en repartant en fait de la logique d'action de vos clients. Alors surtout dans un contexte Covid, tout ça est remis à l'ordre du jour, c'est de recomprendre quelle est la logique d'action de vos clients, de vos personas, si vous utilisez en fait des personas. Quelle est la logique d'interaction? Pas obligé d'oublier en fait qu'on est dans une interaction dans la relation et dans l'expérience. Quelle est la logique en fait de comportement de vos clients? Alors surtout dans un contexte tel que le nôtre, où les comportements ont totalement été modifiés et pour s'adapter en fait à un contexte contraint. Quels sont les points de contact? Utilisés, pas utilisés, maîtrisés, pas maîtrisés par la marque, maîtrisés ou pas maîtrisés par le client. Donc tout ça fait partie du diagnostic en fait que permet la cartographie des parcours. Et puis ce qu'on va chercher à comprendre dans tout ça aussi, c'est le vécu et les émotions clients à travers ce parcours. C'est ce qu'on appelle en fait les pains, donc tous les points d'effort, pas que les irritants. Il faut nuancer en fait cette vision qui consiste à se focaliser uniquement sur les irritants. Il y a de l'effort client, il y a des points de rupture, donc il y a des degrés en fait de pains. Et nous avons en fait ce qu'on appelle les gains, c'est les clés d'enchantement. Qu'est-ce que votre client apprécie sur son parcours? Alors, utilisez les épées magiques. Mais quelles sont les épées magiques qu'on va pouvoir utiliser sur le parcours pour lui permettre en fait de vivre en fait une expérience qui soit positive et qu'il apprécie en fait pour aller délivrer la princesse. Et puis il y a ses attentes. Quelles sont ses attentes? Il aimerait avoir un cheval gris, bleu, une belle selle en cuir, etc., etc. Quelles sont ses attentes exprimées et l'attente? Alors tout ça, on va voir en fait comment on décèle tout ça. Il y a ce qu'il exprime et ce qui est latent. Donc, on va évidemment traquer tout ça pour construire, dans une deuxième étape, en fait, des expériences positives. Comment on utilise tout ça? Alors, certains le savent déjà, mais un rappel, on ne construit pas des Customer Journey Mapping ou des Experience Maps dans son bureau en ayant une vision du client en disant « je sais sur mes clients comment ils agissent, etc. » On a souvent cette réflexion-là, alors particulièrement en fait en B2B malheureusement, une vision qui est souvent tronquée de dire « je connais mes clients, les commerciaux, les rencontres, on sait ce qui se passe, etc. etc. » C'est souvent très faux et c'est souvent des représentations très tronquées, non actualisées des clients. Donc on recommande chaudement et fortement de repasser par une écoute client active. On utilise souvent des interviews, ce qu'on appelle des interviews, des entretiens empathiques, d'aller à la rencontre de vos clients pour comprendre quels sont leurs vrais vécus, leurs vrais ressentis. On peut utiliser aussi des enquêtes de satisfaction, les analyses de la voix du client. Je ne vais pas tout détailler, mais
Et puis, il y a plein de sources qualitatives, les réclamations, voilà. Donc, on utilise tout ça, en fait, et on agrège tout ça pour en tirer tout substantifiquement des insights qu'on appelle, hein, qu'on va utiliser, qu'on va mettre en exergue. On peut utiliser les méthodes d'observation, c'est aller observer, en fait, in situ. On va utiliser aussi des data analytics, souvent nombreuses, en fait, dans les entreprises, d'enquête de satisfaction ou autres, pour aller comprendre quel est le comportemental client. Comment agissent en fait les clients, qu'est-ce qui les bloque, quels sont leurs freins. Alors, sur quel template, sur quel modèle on fait ça? Quand vous regardez aujourd'hui Internet, hein, vous allez voir qu'il y a une multitude de formats possibles. Je vous les montre. Oui. Vous voyez, voilà, et encore, ça n'est qu'un extrait de ce que vous pouvez trouver. Donc, on voit que autant d'utilisateurs, autant de formats. Peu importe, il n'y a pas un format qui est les bons ou les autres qui sont mauvais. Ce qui est important, là encore, c'est ce que vous cherchez à faire. Vous passerez forcément par une étape de post-it, même s'ils sont virtuels. Et ça, c'est ce qu'on voit là, c'est plutôt l'étape finalisée après intervention du graphiste. Vous pouvez chercher un niveau de détail très, très profond, mais la difficulté, du coup, c'est que ce mapping reste lisible pour tout le monde dans l'entreprise. À l'inverse, si vous faites des choses trop allégées et vous cantonnez dans le joli et le coloré, vous allez sans doute perdre du détail et de l'information. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon niveau, sachant qu'en plus, ça doit pouvoir être un document évolutif. Vous n'allez pas l'encadrer une fois pour toutes et le mettre dans la salle de réunion. Vous devez pouvoir revenir dessus au fur et à mesure que l'époque change et que vos clients changent. Donc, beaucoup d'outils possibles. Voilà les incontournables de l'outil Diffusion Factory, dans lequel on va travailler étape par étape les objectifs du client, ses actions au sens des job to be done, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il fait pour atteindre ses objectifs, les points de contact et les parcours vécus, en revenant bien, comme vous disiez tout à l'heure, à la fois sur les pains, certes, ce qui est négatif, mais aussi sur les gains, ce qui est déjà positif aujourd'hui, ou ce qui n'attend que d'être renforcé pour le devenir franchement demain. Donc, voilà, une structure que vous allez retrouver, du coup, qui s'applique aussi bien au Customer Journey qu'à l'expérience Map, les deux supports que j'évoquais tout à l'heure. Tu passes, voilà. Voilà, en gros, l'expérience Map de tout à l'heure. Donc là, il s'agit d'un voyage, mais j'ai aussi un exemple en tête qui est le parcours d'une... Alors, vous allez dire que c'est sexiste, mesdames, mais le parcours d'une femme enceinte. On voit bien qu'il y a des situations et des expériences sur lesquelles on peut avoir une première approche globale avant même de commencer à rentrer par étape. Et on peut le faire par persona ou on peut juste être très générique. Encore une fois, femme enceinte, il y a suffisamment d'événements communs à toutes les femmes enceintes pour pas rentrer dans le détail. Donc, dans l'expérience map, vous retrouvez action et points de contact, parcours vécu. Si l'émotion est positive ou négative, vous pouvez aussi aller jusqu'à, si vos clients sont généreux en recommandations, en hypothèses, en suggestions, voilà, vous pouvez aussi prendre note des parcours attendus d'après leur insight. Et puis, si on regarde la page suivante, là, on est sur un Customer Journey Mapping. Alors, il se présente différemment, mais vous voyez qu'on a bien les étapes, en vertical, les points de contact, et dans le cœur du document, à la fois la logique d'action, la façon dont les clients enchaînent les étapes d'un canal et d'un point de contact à l'autre. Et vous avez leur vécu qui est coloré, en orange si c'est plutôt un pain, et en mauve si c'est plutôt un gain. Donc voilà, après, encore une fois, chacun va mettre sa formule et son format définitif. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir tous ces contenus. Alors, design de parcours, n'hésitez pas si vous avez des questions, on répondra en fait à la fin. Alors, je réponds en disant en fait qu'il y a les émotions. Les émotions, en fait, elles sont analysées en fait sur les pains et les gains, c'est évidemment ce qu'on analyse. C'est souvent ce qui est oublié, c'est effectivement c'est la dimension non pas rationnelle, mais la dimension émotionnelle des parcours.
Et donc ça doit être spécifié, c'est bien analyser les émotions effectivement sur les pains et les gains. Et la courbe émotionnelle permet effectivement d'analyser et de faire en fait une courbe avec des émotions positives et négatives. Design de parcours customer-centric. Alors, comment et en quoi tout ça nous permet d'avoir de la customer centricity, entre guillemets? Eh bien, c'est simplement en fait que l'on part de ces outils, cette vision à 360 du vécu client, notamment en fait de ce qui va ou de ce qui ne va pas, des leviers ou des poids, pour ensuite, dans un deuxième temps, c'est souvent ce qui est mal compris dans les cartographies, on a eu pas mal de sociétés qui avaient enclenché la première, mais du mal en fait à enclencher la deuxième, et bien on va designer. On va designer et s'appuyer sur cette cartographie pour designer en fait l'expérience de demain. Donc c'est un point de départ, évidemment, pour prioriser ce qui doit être priorisé et éviter qu'on ait X directions, équipes, avec chacun ses priorités non coordonnées, voire contradictoires. On l'a vu souvent, chacun priorisant un moment du parcours selon ses objectifs, selon ses KPI, qui ne sont pas cohérents, etc., etc. Donc ça permet d'homogénéiser le diagnostic en vue, ensuite, d'avoir une vision homogène des priorités et ensuite de designer, fonction de ces priorités, l'expérience de demain. La deuxième partie en fait, du design, on va le voir, évidemment, elle s'appuie sur cette vision customer-centric, donc des priorités clients établies en transversal. Et ensuite, alors souvent, on nous dit on va traiter tous les irritants clients. C'est le premier réflexe qui arrive en fait dans les directions expérience client. Voilà. Alors, si vous traitez l'ensemble des irritants clients, qu'est-ce qui va se passer? On l'a vu souvent on récupère, nous, les pots cassés, voilà, c'est que on récupère des gens qui sont sur 50 dossiers, voire 200 dossiers, en même temps d'irritants clients, des tableaux Excel à n'en plus finir, d'irritants clients, en fait, à régler, avec un niveau de priorisation qui s'englue au bout de 6 mois. Alors, oui, c'est possible, sauf que ce n'est pas forcément la méthode que l'on va vous recommander. Le risque est de diluer complètement les ressources dans trop de chantiers, et un enlisement des équipes et une démobilisation en fait à terme. Voilà ce quoi vous allez être exposé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on vous recommande en fait plutôt de partir d'une autre méthode, c'est de designer une vision des parcours qui va prioriser les avantages concurrentiels, c'est-à-dire de retourner les problèmes identifiés clients en avantages concurrentiels. C'est d'identifier dans les opportunités, dans les problèmes clients à régler, une opportunité de devenir meilleur et de construire des avantages concurrentiels en fait demain. Donc d'en construire et de les formaliser, c'est de dire c'est quoi ces avantages concurrentiels en fait de demain, et d'éviter d'avoir un fractionnement de chantier sur des irritants que vous allez devenir la direction des problèmes clients. Ce que l'on a vu concrètement à des directeurs expérience client qui étaient mis au rencard, en fait, entre guillemets, je dis un peu de manière caricaturale, mais c'est un peu ça, plutôt que de devenir, en fait, un porte-drapeau de ce qui peut être des avantages concurrentiels et expérience client de demain. Et là, vous allez changer en fait complètement la perspective. Vous allez avoir l'opportunité de créer une grande expérience unique et vous allez avoir l'écoute d'une direction générale de manière beaucoup plus attentive que de devenir la direction de tous les problèmes clients en fait, à régler. Je vous dis ça, à bon entendeur, ça change complètement la vision que l'on peut avoir en fait, des diagnostics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt de traiter l'ensemble des irritants clients, vous allez designer des expériences clients en fait en transversal, créer une nouvelle vision de l'expérience en fait de demain, vision en général qui a 1 an en fait il y a 2 ans, et créer cette vision-là. Et à partir de cette vision-là, vous allez descendre sur c'est quoi les chantiers prioritaires. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans une vision irritant client, on est dans une vision très motrice de mon expérience de demain, la vision de mon expérience de demain, et d'identifier quels sont les chantiers prioritaires pour arriver à cette vision.
voyez qu'on n'est plus du tout dans une vision expérience client drivée par les irritants. En résumé, on a 5 étapes. Une première étape qui va permettre en fait, de cadrer et d'embarquer en fait, l'ensemble des équipes. N'oubliez pas qu'il faut embarquer en fait, initialement que tout le monde n'a pas la même maturité, vision de ce que l'on veut faire en fait, de l'expérience client de l'entreprise. Donc il s'agit bien d'embarquer en fait, toutes les directions initialement. Direction d'entreprise. Il faut évidemment repartir en fait, de la voie du client. On ne dira pas assez. Trop d'entreprises partent de présupposés clients, de représentations fausses de leurs clients, en n'ayant pas vu leurs clients depuis un certain temps, ou en une vision exclusivement quantitative des choses, de baromètres qui sont dénués d'émotions, notamment clients et d'insight humain. Troisièmement, la cartographie des parcours dont on parle aujourd'hui se situe dans un processus, dans ce processus-là, hein, il y a un avant et un après. Quatrième étape, à partir de cette cartographie, il faut prioriser, n'oubliez pas de prioriser avant de designer. Il ne s'agit pas d'adresser tous les irritants clients, sinon vous appelez la direction de la qualité client et vous êtes dans une autre mission, c'est ce qui est aussi honorable, hein, mais attention à la dilution. Et ensuite, reprioriser encore, on est toujours en train de prioriser. C'est un processus permanent de priorisation. Considérez que vous avez des ressources en fait limitées et que vous devez vous focaliser sur l'essentiel, l'important, prioriser des avantages concurrentiels en fait de demain et les séparer probablement en fait de ce qui, des poids en fait de ce qui vous font perdre en fait des clients. Tester et mesurer fait partie de la pensée design. Hein, c'est tester ce qui va fonctionner demain avant de mettre en œuvre, de voir des processus en fait itératifs, ce qui peut fonctionner, comment on peut optimiser tout ça. Donc ça vient de la pensée design. Alors, nous sommes dans une 35 minutes, nous tenons. On est désolé du rythme que l'on maintient, mais c'est pour à la fois le dynamisme, la concentration, et on sait que vous avez plein de choses à faire dans ces journées très occupées, très zoomiennes. Une dernière question. Ouais, un dernier mot parce que ces temps-ci, on se pose évidemment la question. Est-ce qu'on peut faire un bon travail sur l'expérience client et les parcours à distance, puisque c'est pas le moment de s'arrêter sur le sujet et que aujourd'hui c'est difficile de rassembler tout le monde. Donc oui, ce qu'on a vécu comme une contrainte au tout début avec Philippe, on se rend compte que ça se transforme en une opportunité et la faculté de faire des choses très performantes, à condition de vraiment travailler le distanciel comme une autre approche et d'accepter d'y mettre plus de temps en préparation et d'appliquer certaines règles. Alors là, on vous donne quelques clés, pas toutes, on en garde quelques-unes. Il est clair que pas de place à l'improvisation, encore moins à distance. Il faut prendre en compte le fait que tout le monde fatigue plus vite à distance. Généralement, en 1h30, vous avez sorti l'essentiel de ce que vous pouvez sortir des gens. Ils ont besoin d'une pause pour se ressourcer. Et les animateurs, eux aussi, ils fatiguent plus vite. Ils ont plus de choses à faire encore qu'en présentiel, donc il en faut plutôt 2. Et ce qui permet de les faire tourner aussi avec un qui est en animation et l'autre qui regarde tout, qui est plus en support pendant ce temps-là. Quelque chose d'important, c'est que vous aurez un groupe qui n'est pas forcément familier avec l'outil. Donc, il faut bien prévoir un moment de prise en main de l'outil pour que ce ne soit pas un frein dans la suite de la session. Et puis, il faut être raisonnable. Il ne faut pas chercher à surcharger le planning. L'intérêt du distanciel, c'est que vous pouvez faire plusieurs sessions puisque les gens ne se déplacent pas. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de tout faire tenir dans une journée absolument, comme dans l'ancien temps en présentiel. Donc oui, on peut faire de très belles choses, de très bonnes choses, et on peut faire travailler des équipes. Vous voyez un exemple de ce que ça peut donner. On voit d'ailleurs davantage à quoi ça va ressembler en termes de rendu final. Voilà. Alors, je vois qu'il y a toujours des soucis en fait avec le téléchargement. Je viens de vérifier. Normalement, en fait, l'option est bien cochée. Alors peut-être que ça sera en fait à la fin. Sinon, on vous l'enverra parce que chaque fois, on a des soucis en fait sur le téléchargement. Si j'actualise la page là pour être sûr que ça soit téléchargeable, j'ai peur de vous perdre. Donc, on fera ça à la fin. Attendez la fin pour le téléchargement.
D'accord. On va actualiser la page, peut-être qu'il y a une question de rafraîchissement de page. À voir. Si vous avez des questions… Alors, il y en a une, il y a Monia qui demande quel outil d'animation à distance. Alors, bonne question. On a, nous, fait le choix. Alors, pour différentes raisons, on n'a pas le temps de rentrer là dans… Alors, il y a différents outils. Il y a des Français, des Américains, etc. Nous, on a fait le choix de Mural, tout simplement parce que, en fait, il y a une communauté alors de partage, notamment pour les consultants, pour partager en fait un certain nombre de choses, dont des templates, dont des méthodologies, et que c'est un outil qui est à la fois très facile. En fait, ce qu'on vise, c'est l'appropriation très rapide de l'outil. Et nous, à force de faire des formations ou des ateliers, on voit bien que c'est un point clé. Il ne faut pas que l'outil soit trop compliqué. Voilà, donc après, il y en a d'autres. Voilà, puis il y a une question de coût, de licence par utilisateur. Et Mural fait des coûts en fait relativement raisonnables. Vous avez des gens qui vous demandent 50 € par mois par utilisateur, et là, on est dans le déraisonnable total. Là. Merci Nicolas aussi qui a fait ce choix-là. On voit un certain nombre de cabinets et autres qui ont fait ce choix-là, mais tout est possible. Voilà, on a respecté le timing. Voilà, le téléchargement. Alors, je vais essayer de rafraîchir la page. Si vous avez des questions, j'espère que on ne va pas vous perdre. Je rafraîchis la page pour voir si ça change quelque chose. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rafraîchis. Modification. Non, ouais, j'ai peur de vous perdre. Bon, écoutez, on va vous l'envoyer. Vous êtes là. Rafraîchi. J'ai rafraîchi, ça ne change rien. Est-ce que vous pouvez télécharger quelque chose ou pas? Tout est coché, je ne comprends pas. Écoutez, on vous l'enverra. On verra tous les participants. En fait, là, on va vous l'envoyer. On a vos mails, donc on vous l'enverra. Alors, il y a une ou deux questions. On a encore le temps pour une ou deux questions. Donc, Monia demande pour un Customer Journey à distance, comment mener la partie interview client? Je crois que c'est un peu la même question de Sophie. Donc, comment on fait ces temps-ci pour avoir des insights clients? Tu veux répondre? Pardon, j'ai pas entendu parce que j'ai rafraîchi l'écran, la page pour voir… Comment gérer les interviews clients et l'insight client à distance, en particulier en ce moment? On voit que nous avons des questions d'experts. En fait, on fait en amont, on transmet en fait en amont, on fait une synthèse en fait des interviews que l'on a faites. On fait une synthèse et on transmet en amont de l'atelier tous les insights. Voilà, c'est la meilleure méthode parce que si vous arrivez le jour J et que vous demandez à vos participants de lire en fait des insights et verbatim, vous allez perdre beaucoup de temps. Et une autre question, je pense, intéressante aussi à gérer. À qui faut-il vendre cette méthode au sein de l'entreprise? Alors, Nicolas a trouvé le moyen, pardon, de télécharger, c'est ça? Il nous faut aussi apparemment, c'est dans la… il faut à vous, il faut que vous rechargez la page et non pas nous. Si vous rechargez votre page, vous allez voir en fait le petit onglet en haut à droite, apparemment. Astrid a trouvé. C'est dans la slide, voilà, effectivement, c'est ce qui est expliqué. Ça marche, voilà, ça y est, ça marche. Rafraîchissez votre page. Normalement, vous ne quittez pas le webinaire. Tout se passe bien. Vous voyez, c'est de l'expérience client, mais qui est sur des problèmes techniques. Nous avions fait l'essai auparavant, ça marchait. Toujours tester et retester. Alors, pardon. Donc, à qui dans l'entreprise faut-il vendre l'approche du travail des parcours clients? Tu veux répondre? Je réponds. Oui, alors, c'est sûr que si vous n'avez pas de responsable expérience client identifié, alors je ne sais pas si c'est une question si vous placez du point de vue interne ou du point de vue extérieur. Si aujourd'hui, il n'y a pas de responsable client identifié, c'est vrai que ça peut être une sensibilité qui est à différents endroits. Idéalement, il faut que ça parte de la direction générale parce que plus ça part de haut et plus l'exercice va susciter l'attention, l'implication, l'engagement.
Sinon, on voit des entreprises où ça démarre au niveau commercial, d'autres où ça démarre au niveau marketing, d'autres au niveau transformation digitale. Et toutes les directions sont concernées. Ça dépend un peu effectivement des priorités du moment. Ce qui est l'idéal, c'est quand ça concerne en fait évidemment plusieurs directions. Ça vient pas exclusivement des directions expérience client, ça peut être marketing, commercial, effectivement, relations clients, transformation digitale, donc digital spécifiquement. On a eu ça dans la banque, hein, ça vient de la direction digitale. Voilà, avec un focus qui est voilà, mais toujours en transversal. Ça se fait pas, ça doit pas se faire en fait, évidemment, dans un coin entre guillemets. Différentes questions d'approche en intégrant les émotions très pertinentes. Comment mesurer et synthétiser les émotions qui seront par nature multiples? Alors, sur les émotions, évidemment, il y a une richesse en général d'analyse en fait, des émotions. Si on va sur les personas, la nature des émotions est différente selon les archétypes en fait, clients que l'on a. C'est ça qu'on va s'attacher davantage à analyser les différences entre les typologies de clients. C'est quelle est la nature des émotions positives et négatives. C'est cette différence-là qui va être très intéressante. Et puis après, ce qu'on va chercher à analyser, c'est les moments d'émotion très très bas, où ça descend très très bas, et comprendre ça. En général, on analyse les émotions, alors il y a différentes méthodes, mais on va utiliser plutôt une méthode collaborative pour se mettre d'accord sur où sont les moments d'émotion très négatives en construisant une courbe émotionnelle au sein des équipes concernées, plutôt que d'utiliser les quantis, etc., qui sont des méthodes qui coûtent relativement cher, en fait, en général. Que conseillez-vous sur la stratégie de gestion de l'app durant ce contexte de crise? Ouais. Alors, longue question, oui. Hélène, tu veux répondre? J'essaie de regarder les autres questions. Oui. Donc, je réponds à la question de Frédéric sur que conseillez-vous sur la stratégie de gestion des appels durant ce contexte de crise. C'est vrai que les taux d'appel ont d'une façon très générale augmenté. Donc, il y a des entreprises qui ont basculé des nouvelles ressources, qui avaient moins de travail par ailleurs, sur la prise des appels pour essayer de continuer au maximum à répondre en direct, sachant qu'en plus, c'est plus difficile d'anticiper les demandes en ce moment où elles peuvent être nouvelles par rapport à ce que vous connaissez en temps normal. Il est clair que le self-care, c'est une bonne option pour tout ce qui est simple et basique. Ouais. Ce qu'il ne faut pas, c'est se cacher derrière le self-care ou donner l'impression au client qu'on veut se fuir. Se décharger. Hier, j'ai eu un échange par chat avec un opérateur telco qui n'est pas vous. Et bon, il n'a pas trouvé de solution à ma réponse et il finit en me disant vous pouvez le signaler sur votre espace client. Je lui dis attendez, ça fait 20 minutes que je suis avec vous et tout ce que vous me trouvez à me dire à la fin, c'est signalez-le sur votre espace client. Et non, en fait, il m'a dit non, je vais le signaler par ailleurs. Donc, il essayait de m'éduquer en même temps qu'il gérait, mais finalement, moi, j'ai eu une perception très négative qui était il prend même pas le temps de remonter les problèmes. Donc, attention à vraiment privilégier l'écoute et l'empathie, surtout en ce moment où les clients sont très sensibles. Ce qu'on peut dire, en fait, parce que le sujet du self-care est souvent un sujet central, en fait, parce qu'on voit bien que effectivement, c'est potentiellement en fait, un levier de coût, hein, ou d'action sur les coûts, pour éviter aux plateformes en fait, d'être débordées notamment. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, ce qu'il faut garder en fait, dans l'esprit, c'est le choix qu'on doit laisser en fait, aux clients dans les parcours, sur le self-care ou pas le self-care. Il ne peut pas y avoir en fait, de choses standardisées en fait, sur le self-care où on va forcer en fait, le client à aller s'auto-administrer en fait, sur un certain nombre de choses. Il y a des profils clients qui vont être plus portés en fait, sur le self-care. Et là, surtout, il faut les autonomiser le plus possible parce que c'est leur volonté et c'est leur comportement naturel. Et puis, vous avez des clients qui sont plus portés sur l'humain, l'assistance, qui n'iront pas sur le self-care, et vous allez générer de la frustration
si vous cherchez en fait à les contraindre à s'auto-administrer ou à faire des actes de self-care. Donc, il y a une réponse simple à ça, c'est de laisser le choix et s'adapter en fonction des profils en fait clients. Mais c'est un vrai sujet aujourd'hui, effectivement, parce que c'est un levier de coût, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On va respecter l'horaire. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'on avait loupé? Il y en a une dernière. Alors, je précise juste, alors la princesse et le prince, que j'ai vu une remarque en fait, comme quoi c'était sexiste. L'idée vient d'une femme, je précise, et non pas d'un homme. Voilà, et donc, nous on trouvait ça que c'était une belle image, un peu mythique, hein, des enfants avec le prince, la princesse. On n'y avait pas de choses plus sexistes que ça, mais voilà. On cherchera un deuxième exemple pour être sûr. On changera d'exemple peut-être. La dernière question, je propose, avant qu'on se quitte, c'est celle d'Audrey, qui demande, qui dit qu'elle est souvent questionnée sur la représentativité, fiabilité des enseignements mis en exergue, je pense, par le Customer Journey. Est-ce qu'il faut, c'est ça, j'imagine votre question, avez-vous déjà essayé de quantifier a posteriori pour vous assurer que vous étiez parti dans la bonne direction? J'ai déjà eu la demande, moi. Alors bien sûr, quantifier, oui, bien sûr. Alors c'est souvent en fait des questions en fait que l'on a. Alors, ça nécessiterait en fait de long développement. Comment faire court? Les insights que vous avez en fait via, alors ce ne sont pas des questionnaires, attention, ce sont des entretiens. Un entretien, ne formalisez pas des questionnaires fermés quand vous allez interagir en fait avec vos clients, vos prospects, vos utilisateurs ou même vos salariés. Ce sont des entretiens. La méthode en fait qu'on utilise, c'est plutôt une méthode en fait très très ouverte et pas fermée. On cherche en fait à comprendre les logiques d'action, les pains, etc. D'humains. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous allez mener en fait 20 ou 30 ou 50 en fait interviews, vous allez obtenir en fait une richesse de compréhension des comportements, des attitudes, des attentes, etc. La question de la représentativité, elle peut se poser dans un second temps, effectivement, si vous êtes par exemple sur une logique de persona, pour savoir en fait au final combien il représente. Ça peut faire en fait du sens, effectivement, d'avoir cette vision-là. Là où ça se pose moins, c'est d'aller quantifier si les pains ou les gains, combien ça représente de personnes pour aller prioriser. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est quand vous avez des questionnaires quanti, des enquêtes de satisfaction, là, effectivement, vous allez pouvoir avoir une vision un peu plus précise si vous avez besoin de prioriser en fait au final des choses. Mais attention, le quali n'est pas fait pour être priorisé en fait en soi, parce que ce que vous allez obtenir, ce sont des logiques, des raisonnements, des choses que vous allez comprendre que le quanti ne permettra pas, ou le quanti ne permettra pas forcément de quantifier ces logiques-là. Donc c'est complémentaire. C'est pas exclusif, mais ne pas chercher en fait à quantifier le quali de manière systématique. Ça peut servir en fait à prioriser des choses. Comment convaincre la durée d'exécution et garder l'attention? Durée d'exécution et garder l'attention, c'est souvent en fait les enjeux que vous avez derrière. Les enjeux que vous avez derrière, c'est des enjeux pas simplement de régler les problèmes de pains clients, d'irritants clients, mais c'est de perte de clients. C'est ça les enjeux principaux. Hein. C'est alors dans les industries telles que la téléphonie, on a des taux de churn, on a des choses comme ça très quanti, alors effectivement. Et ça se mesure. Hein. C'est un taux de churn où vous réduisez en fait de 10% ou de 1 point. C'est des millions d'euros en fait derrière. Des plateformes clients qui sont débordées, ça se chiffre aussi également. Donc parfois, il faut passer effectivement par un petit rationnel si vous avez des directions
qui ne voient que les coûts générés par ce type d'action, c'est de mettre en exergue, chiffrer donc plutôt le coût de ne pas le faire. C'est la bonne réponse. Le coût de ne pas faire. Et ça, vous prenez une journée sur qu'est-ce que ça coûte de ne pas faire, et vous allez mettre en exergue le coût de combien ça coûte en fait de le faire, et vous allez voir que le rationnel est vite fait. Voilà, on va vous remercier. On ne peut pas répondre en fait à toutes les questions, on est presque à 1 heure, on s'était engagé sur une demi-heure, mais il faudrait développer. Merci à tous. J'espère que vous avez tous pu télécharger. Est-ce que vous avez pu télécharger une petite réponse rapide? Voilà. On vous souhaite, apparemment oui, on vous souhaite un bon premier début de déconfinement, il faut le dire. Le retour à une certaine liberté que nous souhaitons tous. Hélène, on ne te voit plus. Ah ben si, je suis là. D'accord. Ah ben voilà. Nous vous disons en fait au revoir. On peut continuer en fait à répondre par des questions. Vous avez nos mails en fait à la fin du téléchargement. Ici, on pourra répondre en fait à vos questions complémentaires. Voilà. N'oubliez pas qu'on peut faire tout ça en fait en distanciel avec pas mal de précautions. Et qu'on anime très très bien en fait en distanciel, qu'il y a pas mal de mérites, hein, notamment d'éviter les déplacements, d'impliquer les gens qui sont toujours en fait en télétravail, les personnes qui sont en province, les personnes qui sont dans les directions, enfin des endroits différents, et qu'on orchestre tout ça très très bien avec des livrables qui sont évidemment très très proches, enfin des livrables d'ateliers qui sont très proches de ce qu'on a fait effectivement en atelier en distanciel. Voilà, belle journée à vous. Merci beaucoup de votre participation. 90 participants, enfin participants en tout cas inscrits. On voit que le sujet motive. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Et bonne fin d'année peut-être. On arrête là. À très vite.